Elle était paralysée, moquée, poussée au bord du silence. Personne ne s'attendait à ce que la jeune fille, en fauteuil, roulant, se présente, encore moins qu'elle chante. Mais un homme l'a fait, un inconnu, un père célibataire, avec un passé dont il ne parle jamais, et un violon qui n'avait pas chanté depuis des années. Ce qui s'est passé ensuite a laissé toute la salle sans voix et a changé leur vie à jamais. Si les histoires de courage discret, de seconde chance et d'amour qui guérit l'âme vous touchent, cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous et continuons à faire briller la lumière ensemble. La lune était basse, au-dessus de la ville de Silver Glen, projetant une lumière pâle sur les trottoirs fissurés et les balançoires rouillés. Le vent d'automne soufflait dans les arbres comme un vieux cantique. Sur un banc tranquille du Crescent Park, Léa Grace Morel, 11 ans, clouée dans un fauteuil roulant depuis l'accident qui lui avait coûté ses jambes, était assise seule sous un réverbère vacillant. Elle ne pleurait plus. C'était pour les premières années, quand l'hôpital sentait l'eau de Javel et les promesses non tenues, et que l'absence de sa mère était comme un cri que personne d'autre ne pouvait entendre. À présent, elle se contentait de regarder la lune. C'était la seule chose qui n'était pas partie. Des rires provenaient des buissons derrière le banc, des rires juvéniles et durs, du genre à vous donner la chair de poule. 3 garçons, âgés d'au plus 14 ans, entrèrent dans la clairière en flânant. Et la fille de la lune lança l'un d'eux. Toujours en attendant sa fusée, Laïa ne broncha pas. Elle avait entendu pire. Mais lorsque le plus grand des garçons s'avança et donna un coup violent à son fauteuil roulant, les roues avant se prirent dans une fissure du trottoir et elle bascula sur le côté en haletant. C'est alors qu'ils l'entendirent. Un son ténu et obsédant glissa entre les feuilles comme un fantôme. Ce n'était ni une voix, ni un cri, quelque chose de mélodieux, une seule note tirée, grattée sur un violon, et de l'ombre émergea un homme grand, maigre comme un clou, vêtu d'un manteau qui avait vu trop d'hiver et chaussé de bottes usées jusqu'à la semelle. Elias courut en boitant de la jambe droite, mais sa prise sur le violon était ferme. Il n'éleva pas la voix, il ne proféra aucune menace, il resta simplement là, faisant glisser l'archet sur les cordes, tissant un son si triste qu'il fit taire le vent. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» marmonna l'un des garçons. Elias cessa de jouer et les regarda. Sa voix, lorsqu'elle sortit, était basse et calme. « Ça suffit. » Le chef rit. « Tes grands-pères, ou quoi ?»« Non. Un homme qui a vu ce que la cruauté peut faire quand personne ne l'arrête. » Qu'est-ce ? Les garçons hésitèrent, comme s'ils se demandaient s'ils devaient se battre ou s'enfuir. Puis, l'un d'eux marmonna quelque chose entre ses dents, et ils se détournèrent, s'enfuyant dans les arbres avec la démarche maladroite de garçons qui ne réalisaient pas à quel point ils avaient failli être humiliés. Le silence retombait. Laïa fixait l'homme. Sa barbe était hirsute, ses yeux gris et fatigués, et le violon semblait avoir été récupéré dans une épave. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Tu as un nom, Laïa. C'est un joli nom, dit-il. Je m'appelle Elias. » Il s'assit à l'autre bout du banc, prenant soin de ne pas l'envahir. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis, Laïa rompit le silence. « Vous jouez très bien. » Elias rit doucement. « Je n'avais pas entendu ça depuis longtemps. Pourquoi avez-vous arrêté ?» Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il fouilla dans son manteau et en sortit un tissu doux qui enveloppait soigneusement une photo pliée. Il la brandit, mais ne la tendit pas. « Ma fille m'a dit. » Elle disait la même chose. Laïa ne demanda pas ce qui s'était passé. Elle avait appris que les choses les plus brisées étaient celles dont on ne parlait jamais. « Tu es sans domicile ?» demanda-t-elle. Il sourit. « Disons plutôt libre. » Elle acquiesça solennellement, comme si elle comprenait plus qu'une enfant ne le devrait.
Une rafale de vent souleva un tas de feuilles, et Laïa frissonna. Elias ôta son manteau et le posa délicatement sur ses épaules. « Tu ne devrais pas être seul dehors, dit-il. Où est ta maman? Elle est partie, répondit Lia. Chercher de l'aide. Et ton papa? Elle secoua la tête. Bon, dit Elias doucement. Je te raccompagne chez toi. Je peux rouler. Je marcherai à côté de toi. Ils avancèrent lentement, les roues de son fauteuil grinçant doucement sur le chemin. Elias portait le violon sous le bras comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Lorsqu'ils arrivèrent devant sa petite maison louée, la lumière du porche était éteinte. « Tu vis seul ?» demanda-t-il, les sourcils froncés. « Mademoiselle Lorraine, ma voisine, vient vérifier, » répondit rapidement Laïa. « Je ne suis pas censé en parler. » Elias marqua une pause. « Je peux venir vérifier aussi ?» Laïa hésita, puis acquiesça. Cette nuit-là, alors qu'Elias était assis sur les marches arrière du porche et jouait une berceuse que seules les étoiles pouvaient entendre, Laïa était allongée dans son lit, son manteau toujours sur les épaules. Elle ne comprenait pas tout de cet homme étrange, aux yeux tristes et au violon qui pleurait quand il jouait. Mais elle savait une chose, il n'était pas parti, et c'était déjà beaucoup. Le lendemain matin était pâle et humide, un de ces matins de l'Oregon qui semble réticent à s'épanouir. Une pluie fine tapotait contre les fenêtres de la petite maison louée où vivait Léa Grace Morel. Le porche portait encore l'empreinte des bottes d'un homme et l'odeur légère du pain provenant de l'ancien étui à violon appuyé contre la balustrade. Elias Rennes n'était pas allé loin. Il était assis en tailleur sur un banc usé devant le magasin de proximité 2 rues plus loin, pinçant doucement une corde cassée et regardant le monde s'agiter autour de lui. Une tasse de café bon marché fumait à côté de lui, presque intacte. Il ne savait pas vraiment pourquoi il n'était pas parti. Il avait vécu de nombreuses vies, dans de nombreuses villes, restant juste assez longtemps pour être toléré, jamais assez longtemps pour gagner la confiance des gens. Mais quelque chose dans la voix de Laïa, non, pas sa voix. Son immobilité l'avait immobilisé lui aussi. De retour à la maison, Laïa se rendit en fauteuil roulant dans la cuisine, ouvrit le placard et fixa les rangées de boîtes de soupe et de macaroni. Mademoiselle Lorraine, sa voisine, venait généralement prendre de ses nouvelles, lui apportait des provisions et lui préparait parfois assez de pain de viande pour toute la semaine. Mais aujourd'hui, Laïa voulait faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Elle remplit la bouilloire et la posa sur le feu, fouilla dans les tiroirs jusqu'à trouver un sachet de thé, légèrement écrasé, mais encore parfumé. Elle sortit 2 tasses et attendit exactement 9 heures. Elias frappa. Laïa sourit. « Tu es revenu. » Il ôta sa casquette, l'air soudainement hésitant. « Tu es sûr que ça va? J'ai fait du thé. » C'était tout ce qu'il lui fallait pour se laisser inviter. Il entra, clignant des yeux devant le désordre, ordonné des livres empilés sur le rebord de la fenêtre. Une couverture au crochet était jetée sur le dossier du canapé. Des photos d'école encadrées étaient accrochées au réfrigérateur à l'aide d'aimants dépareillés. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus un foyer qu'il n'en avait vu depuis des années. Elle lui tendit une tasse sur laquelle était écrit « Sois gentil » en lettres cursives bleu pâle. Elias s'assit prudemment à la petite table de la cuisine et prit la tasse entre ses mains. « Tu vis ici toute seule ?» demanda-t-il gentiment. « Ma mère est en cure de désintoxication. Elle reviendra. Elle dit toujours ça. » Elias prit une gorgée. Le thé était tiède, mais sucré. Avant, je pensais qu'on était plus en sécurité quand on était seul. Il y a moins de gens à décevoir. Mais c'est froid aussi. Laïa pencha la tête. « Ta fille te manque ?» Il ne répondit pas tout de suite. Ses doigts se crispèrent sur la tasse. Maddy était courageuse. Elle ne m'a pas quitté. C'est moi qui l'ai quittée. Je pensais,
lui rendre service. J'avais tort. Un silence s'installa entre eux, épais, mais pas inconfortable. Puis, Laïa posa la question qui lui trottait dans la tête depuis la veille. « Pourquoi gardes-tu encore ton violon ?» Elias sourit faiblement. « Parce que c'est la seule chose que je n'ai pas perdue. » Il se leva, prit l'étui et l'ouvrit sur la table. À l'intérieur se trouvait un violon à la finition ambrée profonde, avec une fissure près du menton. Les cordes étaient en vieille, mais le bois brillait là où le vernis avait été usé par des années de jeu. Il le souleva avec révérence et passa une main sur les cordes. « Il n'est pas accordé, dit-il. Vous pourriez le réparer. » Peut-être. Ils restèrent assis ainsi pendant un long moment. Un vieil homme aux mains calleuses et un violon qui avait perdu sa voix, et une jeune fille, aux yeux fatigués et au corps, qui ne voulait pas bouger comme elle le rêvait. Ensemble, ils formaient un silence qui ressemblait étrangement à un mouvement vers l'avant. La porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. Maziel Loren apparut, un grand sac à main dans les bras, et une expression entre la suspicion et la surprise. « Là, j'ai sa portée. » Elle se figea à la vue d'Elias. « Tant que vous n'êtes pas là pour prêcher ou vendre des assurances, je suis là pour prendre le thé. » Elle sourit à contre-cœur, un homme de goût. Elias se rassit, et Loren s'affaira dans la cuisine à déballer les courses, faisant semblant de ne pas écouter tout en écoutant chaque mot. Au bout d'un moment, Laïa dit « Reine, tu veux bien m'apprendre à mieux chanter ?» Il la regarda, surpris. « Je ne veux pas juste faire du bruit, dit-elle. Je veux que les gens ressentent quelque chose. » Il acquiesça lentement. « Alors on commence par la respiration, pas les poumons, le cœur. Tu chantes avec ta douleur et tu ne te tromperas jamais. » Laïa baissa les yeux vers ses genoux. « Alors, je devrais pouvoir chanter pour toujours. » Elias ne répondit pas. Il se contenta de prendre son violon, de le placer sur son épaule et de tirer sur l'archet. La première note était fausse, la deuxième, plus juste. À la troisième, la cuisine s'emplit d'un son qui n'était pas beau, mais vrai. Laïa ferma les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit réchauffée. Les jours suivants s'écoulèrent dans un rythme tranquille. Thé matinal avec Laïa. Petite promenade dans le quartier. Elias Ren se sentait étrangement attaché, non par obligation, mais par le poids léger de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, le sentiment d'appartenir. Il avait commencé à réparer le violon. Mademoiselle Loren lui avait offert un jeu de cordes de rechange provenant de la réserve musicale de son défunt mari. Il ne jouait que pour Jésus et ses tomates, avait-elle dit, en lui tendant une boîte en fer blanc, aux charnières rouillées et entourée d'un ruban lavande. Laïa observait chaque étape du processus avec des yeux grands ouverts. Elle n'interrompait jamais. Elle observait simplement, absorbée par le soin qu'Elias mettait à poncer une écharde sur la touche, à ajuster les chevilles, à polir le bois, comme s'il s'agissait de verre. « Pourquoi vous ne jouez plus ?» lui demanda-t-elle un après-midi, alors qu'il était assis sous le porche arrière, occupé à remplacer le cordier. Elias ne leva pas les yeux. « Parce que j'ai cassé plus que des cordes. » Elle attendit. « Une fois, j'ai quitté un concert. La salle était comble. C'était le Seattle Philharmonic. Ma fille était au premier rang. Je l'ai vue se lever pour me faire signe. J'ai paniqué. Je me suis figé au milieu du morceau. J'ai posé mon violon. J'ai quitté la scène et je ne suis jamais revenu. »« Pourquoi ?» a murmuré Laïa. « Parce que j'avais passé toute ma vie à utiliser la musique pour échapper à la douleur. Et à ce moment-là, j'ai vu le visage de Maddy et j'ai compris que je ne voulais plus fuir. Je ne savais simplement pas comment rester. » La brise se leva. Une feuille d'érable vint se poser sur les genoux d'Ila. Je crois qu'elle a dit lentement. « C'est la chose la plus triste que j'ai jamais entendue. » Elias sourit sans joie. « On est deux. » Plus tard dans la soirée, Elias était assis dans le salon, son violon enfin réaccordé, jouant à l'oreille. Laïa était assise en face de lui sur le canapé,
les jambes repliées sur le côté, un cahier posé sur ses genoux. « J'ai écrit quelque chose, dit-elle doucement. Elias leva les yeux. Une chanson, je veux dire, les paroles. Je n'ai pas encore de mélodie. Il acquiesça. Tu veux me la lire? Elle hésita, puis acquiesça. Je n'ai pas de pas à répéter. Je n'ai pas de chaussures à lasser. Mais j'ai le ciel en moi. Et il ne me demande pas pourquoi. Je ne danse peut-être pas avec les moineaux, ni ne cours avec la lumière du matin. Mais si tu t'assois et écoutes, je chanterai ton âme jusqu'à ce qu'elle s'envole. » Quand elle eut terminé, Elias posa lentement le violon, en disant que ce n'était pas seulement une chanson, c'était une vérité. Laïa rougit. « Tu trouves ça trop triste? »« Non, répondit-il. Je pense que c'est vrai, et ce qui est vrai a toujours de l'importance. » Le lendemain matin, ils commencèrent. Elias lui apprit à respirer, non pas avec sa gorge, mais avec ses entrailles, plus profondément. Il lui montra comment former les voyelles, comment tenir une note comme si elle était fragile et vivante. Il chanta le premier, d'une voix usée, mais ferme. Puis elle le suivit, doucement, d'une voix tremblante, mais courageuse. Parfois, elle craquait, parfois il toussait, mais il continuait. Chaque erreur était un pas en avant. Chaque répétition était un peu moins hésitante. Un après-midi, après une répétition particulièrement intense, Mademoiselle Lorraine passa la tête. On dirait une église à l'époque où les gens croyaient encore en quelque chose. Laïa rayonnait. Il dit que ma voix a maintenant une ossature. Lorraine a gloussé. Bien, ça veut dire qu'elle tiendra la route. Ce soir-là, alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble, Laïa rinçante et Elias essuyant, elle a demandé « Tu crois que je chanterai un jour sur scène ?» Elias a hésité. « Si c'est ce que tu veux, alors oui, mais les gens te regarderont. » Et alors, ils me regardaient aussi, parce que tu t'es figé. Non, parce que tu es revenu. Laïa hocha la tête pensivement, comme si elle évaluait le courage que cela lui demanderait. Le lendemain matin, une enveloppe inattendue attendait devant la porte. Elle provenait de l'école primaire Silver Glen. À l'intérieur se trouvait une lettre. « Chers parents ou tuteurs, votre enfant, Grace Morel, a été sélectionnée pour participer au spectacle d'automne de Silver Glen, le 28 octobre. Les participants se produiront devant les élèves et les familles invitées. Veuillez confirmer votre présence et les détails de la représentation. » Elias la lut 2 fois, puis il remarqua la signature au bas de la page. « PS. Ne t'inquiète pas, elle n'a aucune chance. » Un gribouillage enfantin, une blague cruelle. Elias serra le poing. Laïa lut par-dessus son épaule. Elle ne dit pas un mot. Elle plia le papier 1 fois, 2 fois, puis encore jusqu'à ce qu'il disparaisse dans son poing. « Je savais que c'était une blague, » dit-elle doucement. « Je le savais. » Elias s'accroupit à côté de sa chaise et posa doucement une main sur son poignet. « Ils ont peut-être inscrit ton nom pour se moquer, » dit-il. « Mais ce que tu feras sur scène, ça t'appartient. » Elle serra les mâchoires. « Et si je me plante, alors tu continueras à chanter, parce que tu ne chantes pas pour prouver quoi que ce soit. Tu chantes pour guérir. » Elle le regarda. « Vraiment, tu seras là ?» demanda-t-elle. Il toucha son étui à violon. « Je ne serai pas seulement là, je serai derrière toi. » Ce soir-là, tandis qu'Elias jouait une douce mélodie dans la cuisine, Laïa fredonnait doucement à ses côtés, suivant chaque note comme autant de pierres qui lui permettaient de traverser une rivière qu'elle n'avait jamais osé franchir. Elle ne savait pas si elle y arriverait, mais elle savait qu'il croyait en elle. Et parfois, cela suffisait pour commencer. Les feuilles avaient commencé à tomber lentement, transformant les trottoirs de Silver Glen en une aquarelle rouge et or. Laïa Grace Morel les traversait comme un bateau sur la mer, ses roues traçant un chemin silencieux. Alors qu'elle se rendait à l'école, son cœur battait plus fort que le vent. Depuis que la lettre était arrivée, quelque chose avait changé en elle.
Ce n'était pas seulement la peur de ce qui pourrait se passer sur scène, mais quelque chose de plus profond, une douleur, une question. Et si elle n'était pas prête, Elias marchait à ses côtés ce matin-là. Son étui à violon était suspendu à son épaule comme un fusil de soldat. Il ne parlait pas beaucoup. Il le faisait rarement lorsque Laïa était plongée dans ses pensées. Il savait que la musique avait besoin de silence pour s'épanouir. À l'entrée de l'école, les élèves s'agitaient en riant, en criant, faisant semblant de ne pas la voir. Quelques-uns la remarquèrent. Une fille lui adressa un sourire discret. Un garçon murmura derrière sa main. Mais personne ne s'approcha. Laïa roula dans le couloir comme elle l'avait toujours fait, près du sol, silencieuse, ignorée. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, une banderole en papier était accrochée dans le gymnase. Spectacle d'automne, le 28 octobre. Chaque voix compte. Un mensonge éhonté, pensa Laïa. Dans sa salle de classe, son professeur, Bam Armitage, applaudit. Très bien, chanteurs et danseurs, inscrivez-vous au tableau pour les répétitions. Si votre nom y figure déjà, prenez votre créneau horaire. Laïa ne bougea pas. Elle fixait la liste. Les noms étaient griffonnés d'une écriture masculine et maladroite. Léla Morel, chant solo, et en dessous, un croquis grossier d'un fauteuil roulant, surmonté de notes de musique barrées. Des rires résonnèrent derrière elle. Laïa roula dans le couloir en clignant des yeux. Elias l'attendait près de la clôture du terrain de jeu. Il ne posa pas de questions. Il voyait sur son visage l'humiliation qui s'épanouissait comme de l'encre dans l'eau. « Tu veux abandonner ?» demanda-t-il gentiment. Lila ne répondit pas tout de suite. Elle leva les yeux vers les arbres, comme si elle cherchait de la force dans leur résignation. « Je ne veux rien prouver, dit-elle enfin. Je veux juste chanter. » Elias acquiesça. « Alors chante et fais-leur entendre quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. » À la maison, ils répétèrent dans le petit salon, aux rideaux défraîchis et aux coussins dépareillés. Elias écarta la table basse pour faire de la place pour son fauteuil roulant. Il accorda son violon, tandis que Laïa lisait ses paroles à voix haute, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde peau. Mais malgré tous ses efforts, quelque chose clochait. « Je n'arrive pas à tenir la note du milieu », se plaignit-elle un après-midi, la voix cassée comme de la terre sèche. Elle s'éteint à mi-chemin. « C'est parce que tu as peur, dit simplement Elias. Tu essaies de la contrôler. C'est moi qui suis censé la contrôler. »« Non, dit-il en posant le violon. Tu es censé la libérer. »« Comme ça, dit-il, en se plaçant derrière elle, doucement, posant une main sur son dos. Respire, ici, pas avec ta poitrine, avec ton centre. » Elle ferma les yeux. « Maintenant, dit-il, dis la phrase. Ne la chante pas, dis-la simplement, comme si tu y croyais. J'ai le ciel en moi. » Sa voix était faible, à nouveau hésitante. « J'ai le ciel en moi. Maintenant, ressens-le. J'ai le ciel en moi. » Le dernier mot résonna clairement, rond, comme une cloche dans une église silencieuse. « Voilà, » dit Elias en souriant. « C'est la fille en qui je crois. » Laïa ouvrit lentement les yeux. « Comment en sais-tu autant sur la respiration ? J'ai passé la moitié de ma vie à essayer de récupérer la mienne, m'a-t-il dit. En fait, le truc, c'est de ne pas s'y accrocher. Il faut avoir confiance que l'on ne se noiera pas quand on lâche prise. » Quelques jours plus tard, Martha Quinn est arrivée. L'assistante sociale avait toujours été polie, mais distante. Elle considérait Elias comme une inconnue, un homme au passé trop trouble pour être rassurant. Mais aujourd'hui, quelque chose dans sa façon d'ouvrir la porte, son regard fixé, le violon appuyé contre le mur, l'odeur de thé à la camomille dans l'air la fit s'arrêter. Laïa la salua avec un sourire. « Bonjour, mademoiselle Martha. Nous répétons pour le spectacle. » Martha cligna des yeux. « Vous continuez à jouer ? » ?»« Oui, madame. Monsieur Rennes m'accompagne. » « Je vois. » Elias ne dit rien.
Il s'assit simplement à côté de Laïa, la posture calme, les mains posées sur un genou. Martha fit le tour de la pièce, observant lentement l'ordre qui y régnait, les repas préparés, la douceur dans les yeux de Laïa lorsqu'elle regardait Elias. Finalement, elle s'assit. « Je vais être directe, dit-elle. Cette organisation, c'est peu conventionnel. » Laïa prit la parole avant qu'Elias n'ait pu répondre. Il écoute. « Mademoiselle Martha, il ne me coupe pas la parole. Il ne prétend pas me réparer. Il m'écoute simplement. » Martha regarda Elias. « Vous n'avez pas l'intention de rester ici pour toujours, n'est-ce pas? » « Je n'avais pas l'intention de rester, » répondit-il doucement. « Mais j'ai rencontré quelqu'un qui vaut la peine que je reste. » Il n'y avait aucune affectation dans sa voix, seulement la vérité. Martha croisa les mains. « Alors je resterai pour la répétition. » Ils jouèrent un seul couplet pour elle. La voix de Laïa trembla au début, mais Rose la soutint, portée par le violon d'Elias. Ce n'était pas parfait, mais c'était sincère. Quand ils eurent terminé, Martha n'applaudit pas. Elle ne sourit pas. Elle resta simplement assise, immobile. Ses yeux étaient humides. « Je vais rédiger mon rapport, » dit-elle doucement. « Tu seras très bien sur scène, Laïa. » Puis elle partit. Plus tard dans la nuit, alors que le vent agitait les feuilles dehors et qu'Elias essuyait soigneusement les cordes de son vieux violon, Laïa se rapprocha et demanda « As-tu déjà souhaité pouvoir revenir en arrière et refaire certaines choses ?» Elias, il réfléchit longuement. « Non, » répondit-il finalement, « mais j'aurais aimé ne pas avoir attendu si longtemps pour recommencer. » Laïa prit son cahier de chansons, l'ouvrit à la dernière page et écrivit « Certaines chansons commencent tard, mais elles atteignent quand même le ciel. » Elle ne lui montra pas. Pas encore avait-elle envie de chanter au début. Le brouillard matinal s'était abattu, lourd et bas, s'accrochant aux fenêtres comme un souffle oublié. Laïa était assise à la table de la cuisine, traçant lentement du doigt le bord de sa tasse de thé. C'était encore de la camomille, la préférée d'Elias. Il disait que cela lui rappelait la paix. Et la paix, lui avait-il dit un jour, est une note difficile à jouer. Elle n'avait pas beaucoup dormi, pas depuis qu'elle avait lu son nom sur la liste affichée, pas depuis que les chuchotements avaient repris dans les couloirs de l'école. Des mots comme pitié, projet, cas social et, pire que tout, symbole. Ils collaient à elle comme des feuilles mouillées, difficiles à décoller. Elias se déplaçait silencieusement derrière elle, pliant le torchon, comme il le faisait toujours, avec soin. Tout ce qu'il touchait, il semblait le faire, avec l'attention de quelqu'un qui avait autrefois perdu le droit de toucher quoi que ce soit. « Tu crois que les gens changent vraiment ?» demanda Laïa. Il ne répondit pas tout de suite, puis il dit « Seulement s'ils veulent quelque chose de plus fort que leur peur de perdre ce qu'ils étaient. » Elle le regarda. « Tu es différent maintenant. » Il sourit sans montrer ses dents. « Je pense que j'essaie différemment. » Il tendit la main vers le placard, à la recherche d'un vieux carnet où il conservait ses notes d'accordage. Au lieu de cela, une enveloppe pliée tomba. Elle atterrit sur le sol entre eux, avec un bruit si doux qu'il semblait fort. Laïa la ramassa, les yeux écarquillés. « Je reconnais ça, » murmura-t-elle. L'enveloppe elle était adressée d'une écriture familière, ronde et bouclée, inclinée vers la gauche. Dans le coin, il y avait l'adresse d'un centre de désintoxication situé à 3 comtés de là. Sa mère, Jolene Morel. Elias se figea. « Je ne voulais pas te la donner avant d'être sûr que cela ne détruirait pas ce que tu as construit. Tu l'as lu? » « Non, je n'ai pas le droit de la lire. » Laïa la tenait sur ses genoux comme un poids. Ses doigts tremblaient sur le rabat, mais elle ne l'ouvrit pas. « Pas encore. Je peux la lire plus tard ?» demanda-t-elle. « Tu peux le lire quand tu veux, » répondit Elias. La lettre resta fermée, mais sa présence dans la pièce était indéniable. Comme le dernier accord,
inachevé d'une symphonie. Cet après-midi-là, Elias emmena Laïa dans une boutique d'occasion sur Main Street, non pas parce qu'elle avait besoin de quoi que ce soit, mais parce qu'il disait parfois « l'espoir se cache dans les vieilles étagères ». C'était une phrase étrange, mais elle l'aimait bien. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsqu'ils entrèrent. L'endroit sentait la poussière, les sachets de lavande et les histoires, avec ses portants de vêtements légèrement usés, ses étagères de livres de poche cornés et ses bacs de vaisselle dépareillés. C'était un véritable trésor pour ceux qui savaient regarder au-delà des apparences. Dans le coin au fond, à côté d'un bac de disques vintage, Laïa trouva ce qu'elle cherchait. Une robe, ni voyante, juste une simple robe en coton blanc, avec des manches en dentelle, douce et légèrement usée. Elle semblait avoir été portée autrefois à l'église ou à un concert, où quelqu'un avait osé croire qu'il avait sa place. « Et c'est là, » dit Elias. Laïa baissa les yeux vers son fauteuil roulant, puis le regarda. Il acquiesça. « Oui, tu peux. » Dans la minuscule cabine d'essayage, elle ferma le rideau et se changea, lentement. La robe lui allait presque parfaitement, comme une histoire à moitié écrite, mais pleine de promesses. Elle se regarda dans le miroir fissuré, incertaine de la fille qui la regardait. Mais elle ne semblait pas petite, elle semblait centrée. Quand ils rentrèrent à la maison, Laïa se rendit directement dans sa chambre et ferma la porte. Elias ne frappa pas. Il connaissait son expression. Elle était prête à lire la lettre. Elle s'assit sur son lit, la lumière du soleil filtrant à travers les stores, et déplia l'enveloppe avec des mains tremblantes. « Ma Laïa, quand tu liras ces lignes, j'espère que tu auras retrouvé le moyen de chanter, pas seulement avec ta voix, mais avec tes yeux, ton cœur, ta sérénité. J'ai passé la majeure partie de ma vie à me noyer dans des choses dont je pensais avoir besoin pour attirer l'attention, pour m'échapper. Mais toi, tu as toujours été suffisante. Je suis désolé de ne pas l'avoir été. Je suis désolé de t'avoir laissé seule, dans un monde qui n'est pas toujours tendre, avec les forces tranquilles. Si jamais tu chantes, à nouveau devant un public, et que tu as peur, souviens-toi qu'il y a une femme dans ce monde qui sait au plus profond d'elle-même que ta voix est faite pour être entendue. Je prie pour pouvoir l'entendre moi aussi, avec plus d'amour que je n'ai jamais su te montrer, maman. » Quand elle eut terminé, Laïa ne pleura pas. Elle posa la lettre sur son bureau, à côté de son cahier de chansons. Puis elle prit un stylo et écrivit un nouveau couplet au bas de sa chanson. « Tu as laissé un silence que j'ai comblé de chansons, et dans mon refrain, tu as ta place. » Ce soir-là, Elias la trouva assise près de la fenêtre, sa robe soigneusement pliée sur ses genoux. « Ça va ?» lui demanda-t-il. Laïa le regarda et lui sourit, sincèrement, mais fragilement. « Je ne vais pas bien, » dit-elle, « mais je m'en approche. » Elias acquiesça. C'est ainsi que commence la guérison, une note à la fois. Alors que le soleil plongeait derrière Silver Glen, plongeant la ville dans un silence ambré et chaleureux, Elias prit son violon et joua, non pas pour enseigner, ni pour guérir, mais pour remercier. Et dans la pièce voisine, Laïa chantait, pas fort, pas parfaitement, mais avec certitude, un nouveau couplet, une nouvelle voix. Silver Glen entrait doucement dans le mois d'octobre, un automne qui ressemblait davantage à un souvenir qu'à une saison. Les arbres devant la fenêtre de Laïa resplendissaient de couleurs, orange brûlé, prune foncée et or ensoleillé. Mais à l'intérieur, la vie s'était réduite à de petits détails. La respiration, la posture, le ton. Elias Rehn avait transformé le salon en un humble conservatoire. La table basse servait désormais de pupitre improvisé. Le tapis, usé au centre, avait été retiré pour faire place à la chaise de Laïa. Chaque jour après l'école, il l'attendait avec son violon déjà accordé. 2 tasses de thé infusaient sur le rebord de la fenêtre. C'était leur nouveau rythme.
Elias répéta doucement. Laïa expira, redressa le dos et répéta le deuxième couplet de sa chanson. Sa voix ne gagnait pas en volume, mais en intensité. La mélodie, autrefois fragile, portait désormais le poids de quelqu'un qui savait pourquoi il chantait. Mais quelque chose n'allait toujours pas. Après avoir répété le refrain une nouvelle fois, elle secoua la tête. « Ça ne rend pas bien, ça semble maladroit. »« Pas maladroit, » dit Elias, en frottant son pouce le long du manche de son violon. « Juste instable. Tu essaies de terminer chaque phrase comme si c'était la fin de quelque chose. Mais ton histoire ne se termine pas. Elle commence. » Elle fronça les sourcils. « Je ne devrais donc pas la résoudre. »« Non, dit-il. Laisse la dernière note flotter. Laisse-la résonner un peu. » Elle réessaya. Cette fois, la dernière note ne retomba pas. Elle flottait comme Elias l'avait dit, suspendue dans l'air comme un souffle retenu entre deux questions. Il n'applaudit pas, se contentant d'acquiescer, comme quelqu'un qui assiste à quelque chose de sacré. Plus tard, alors que la bouilloire sifflait dans la cuisine, Laïa était assise en tailleur sur sa chaise, jouant avec la bande velcro de sa chaussure gauche. Elle ne portait plus beaucoup de vraies chaussures, mais elle avait insisté pour s'entraîner avec cette semaine-là. « Si je veux chanter comme si je marchais, » avait-elle dit à Elias, « mes pieds doivent être à l'image. » Il était allé silencieusement dans le placard et était revenu avec une boîte contenant une paire de Mary Janes gris pâle, à semelles en caoutchouc souple, à bandes velcro, simples et usées, au niveau des orteils, celles de ses filles. « Je les ai gardées, » avait-il dit. « Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour ça. » Laïa ne dit rien. Elle plongea la main dans la boîte comme si elle manipulait de la porcelaine. Quand elle les enfila, elles étaient trop grandes d'une demi-pointure, mais elles lui allaient parfaitement. Cet après-midi-là, elle chanta avec plus de profondeur dans la voix. Pas de lourdeur, mais une certaine stabilité, celle qui vient du fait de se rappeler qu'elle ne chantait pas seulement pour elle-même. Ce dimanche-là, Mademoiselle Lorraine les invita toutes les deux à dîner. Elle dressa la table avec des assiettes dépareillées, servit un rôti et du pain de maïs, et alluma des bougies malgré la lumière enrée vive. « Vous vous faites du bien l'un à l'autre, » dit-elle, après le bénédicité. Elias sourit en picorant dans son assiette. « Elle m'a sauvé. J'ai juste accordé quelques cordes. » Laïa sourit et me réprimanda sur mon contrôle de la respiration comme un sergent instructeur. Mademoiselle Lorraine est devenue sérieuse. Vous savez, le tribunal aura besoin de voir des progrès, des documents, des preuves que ce n'est pas temporaire. Elias a acquiescé. J'ai commencé à prendre des notes. Présence au repas, musicothérapie. La musicothérapie, elle guérit grâce à sa voix, dit-il simplement. Mademoiselle Lorraine jeta un coup d'œil à Laïa. « Et toi, je chante ce que je ne peux pas dire, » répondit-elle. La vieille femme tendit la main par-dessus la table et lui serra la main. C'est une meilleure réponse que la plupart des adultes pourraient donner. Après le dîner, Elias et Laïa rentrèrent chez eux sous un ciel qui devenait velouté. L'air était plus frais maintenant, une fraîcheur qui rendait nostalgique sans qu'on sache pourquoi. De retour dans le salon, Elias ouvrit un petit coffret en bois qu'il touchait rarement. À l'intérieur se trouvaient de vieux archets encollés, des cordes de rechange, une photo de Maddy à 5 ans, en salopette, les nattes tenant son violon à l'envers. Laïa l'observait depuis sa chaise. « Tu crois qu'elle m'aurait aimé ?» Elias cligna des yeux, surpris par la question. « Elle t'aurait adoré. Elle serait fière de toi, tu crois ?» Il baissa les yeux. « Je ne sais pas. » Laïa se rapprocha et posa une main sur son bras. « Je pense qu'elle serait fière que tu sois resté. » Il sourit. Quelque chose se reflétait dans ses yeux. « Je crois que je suis enfin fier de ça aussi. » Plus tard dans la soirée, Laïa était assise à son bureau, les yeux fixés
sur son cahier de paroles. Le spectacle n'était plus que dans 10 jours. Elle pouvait désormais réciter la chanson à l'envers, en rythme avec les battements de son cœur. Le doute persistait. Allaient-ils rire? Allaient-ils applaudir par pitié? Allaient-ils seulement l'écouter? Elle écrivit une seule question sur la page. « Et si je ne suis pas à la hauteur ?» Et en dessous, avec un autre stylo, dans l'écriture d'Elias, « Alors chante jusqu'à ce que tu le sois. » Le lendemain matin, lorsqu'elle arriva à l'école, chaussée de ses chaussures grises et vêtue d'une écharpe bleu pâle, personne ne lui adressa la parole. Pas encore, mais un garçon qui avait l'habitude de lui sourire narquoisement chaque fois qu'elle passait devant lui, la regarda brièvement et hocha la tête. Et ce petit geste, un simple signe de tête, lui sembla être la toute première note d'un tout nouveau couplet. La veille du spectacle, le silence régnait, comme si le monde entier retenait son souffle. Laia Grace Morel était assise près de la fenêtre du salon, son cahier de paroles ouvert sur ses genoux, mais elle n'avait pas touché son stylo depuis 1 heure. Dehors, la lumière dorée de fin octobre filtrait à travers les arbres, projetant de longues ombres sur le trottoir, comme un cadran solaire, comptant plus que le temps. La mélodie tournait en boucle dans sa tête. Elle pouvait désormais la fredonner dans son sommeil, mais elle ressentait toujours une boule au ventre. Ce n'était pas vraiment de la peur, plutôt une attente trop grande pour son petit corps. Derrière elle, Elias Rehn accordait son violon pour la 5e fois, alors qu'il était parfait dès le premier essai. Les cordes chantaient sous ses doigts, doucement et patiemment, comme une rivière coulant sous la glace. Laia jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Tu es nerveux, toi aussi ?» Il s'interrompit. « Je m'investis beaucoup. » Elle sourit faiblement. « C'est pire. » Ils partagèrent un petit rire, puis le silence. « Tu sais, » dit-elle en suivant le tracé de la page, « je rêvais de marcher sur une scène. » Elias s'assit à côté d'elle. « Maintenant, tu vas la traverser en volant. Mais si ma voix se brise, ou si j'oublie les paroles, alors elle se brise. Tu t'arrêtes, puis tu reprends. » Laia baissa les yeux. Ce n'est pas seulement le trac, Elias. Cécile voit encore une fille en fauteuil roulant avant de voir la chanteuse. Elias fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un petit carré de tissu plié, d'un bordeaux profond avec des broderies dorées. Il le lui tendit. « Ma mère m'a donné ça quand j'ai donné mon premier récital, » dit-il. Elle m'a dit de le glisser dans ma manche pour que, si jamais je doutais de moi-même, je me souvienne que quelqu'un croyait en moi avant que je ne croie en moi-même. Laia déplia le tissu. Des mots délicatement brodés y étaient inscrits. Même dans le silence, tu chantes toujours. Elle le pressa contre son cœur. Merci, il acquiesça. Mais n'oublie pas de me le rendre. Ce tissu est plus vieux que nous deux réunis. Ce soir-là, après le dîner, ils répétèrent une dernière fois, une seule fois. Le salon était calme, éclairé uniquement par la lampe dans le coin et la lueur ambrée d'une bougie qui se consumait. Elias jouait avec une grâce délibérée. Laia chantait à peine plus qu'un murmure, mais chaque note vibrait de conviction. Lorsque la dernière note s'évanouit dans l'air, « Tu entendras mes ailes dans la pluie », Elias baissa son archet. « Je crois que nous sommes prêts », murmura-t-elle. « Non », répondit-il, « nous sommes réels, c'est mieux ainsi. » Mais plus tard, dans la nuit, alors que la maison était plongée dans l'obscurité et que les bougies s'étaient éteintes, Laia ne parvenait pas à trouver le sommeil. Elle se glissa dans la cuisine, prenant soin de ne pas réveiller Elias. Elle se servit un verre d'eau et resta debout près du comptoir, le clair de lune étalant sur le sol comme de la soie argentée. Puis elle l'entendit, un bruit faible provenant de la véranda arrière. Elle roula lentement vers la porte et jeta un coup d'œil à travers le rideau. Elias était assis seul sur le perron, son violon à la main. Il ne jouait pas, il le tenait simplement, le regard perdu dans l'obscurité. « Tu ne pouvais pas dormir ?» demanda-t-elle doucement,
en ouvrant la porte. Il ne sursauta pas, se contentant d'acquiescer. Avant, c'était la scène qui me hantait. Maintenant, c'est tout le reste. Laïa s'approcha, en roulant. « Tu as peur ? Je suis terrifié. »« Pourquoi ?» Il marqua une pause, puis répondit. « Parce que je veux que ça se passe bien pour toi, et je ne peux pas le contrôler. Je ne peux que me présenter. » Laïa regarda cet homme qui avait autrefois quitté un orchestre, qui avait passé une décennie à fuir le silence. Et maintenant, il était là, présent, inquiet, pour quelqu'un d'autre. Je crois qu'elle a dit que c'était ça le vrai courage. Se présenter sans savoir comment ça va finir. Il rit. « Tu es sage pour une enfant de 11 ans. J'ai eu quelques années tranquilles pour réfléchir. » Le vent agitait les arbres, et quelque part dans le quartier, un chien aboyait dans l'obscurité. « Je peux te demander quelque chose ?» Elle répondait toujours « oui ». « Pourquoi t'es-tu figé ce soir-là au concert ?» Elias expira. J'ai vu le visage de Mattie. Elle avait 7 ans. Elle était au premier rang, et elle me faisait signe, comme si j'étais la seule personne au monde qui comptait. Et à ce moment-là, j'ai compris que je ne voulais plus jouer. Je voulais être son père, pas l'homme qui partait pour les répétitions et rentrait à la maison en sentant les applaudissements. Et tu as quitté la scène, et tu n'y es jamais retourné. Laïa acquiesça lentement. Tu le regrettes? Il resta silencieux pendant un long moment. Je regrette de ne pas être retourné vers elle après avoir dit ça. J'ai laissé la honte prendre le dessus sur l'amour. Laïa ne répondit pas. Elle tendit simplement la main et la posa sur la sienne. Tu es revenu maintenant. Ils restèrent assis ensemble jusqu'à ce que la lune descende plus bas et que la bougie dans la fenêtre de la cuisine s'éteigne. Quand ils se levèrent enfin, Laïa se tourna vers lui à la porte. « Elias, oui, si je craque demain, tu continueras à jouer. » Il sourit, fatigué et chaleureux, comme toujours. Et dans cette heure argentée et silencieuse avant l'aube, quelque chose d'inexprimable s'installa entre eux. Quelque chose de plus fort que la peur, plus doux que le destin. Pas une promesse, pas même un espoir, juste une présence. Et cela suffisait. L'auditorium de l'école primaire Silver Glen sentait légèrement le cire pour parquet, la peinture de scène et la nervosité. Les chaises pliantes cliquetaient tandis que les parents prenaient place, emmitouflés dans des cardigans et des vestes en jean. Les programmes bruissants comme des feuilles d'automne. Les enfants jetaient des coups d'œil derrière le rideau, le visage poudré et rougi, certains souriants, d'autres pâles, comme des craies. Laïa Grace Morel était assise dans les coulisses, les mains jointes sur ses genoux. Son fauteuil roulant était tourné vers le bout de scène qu'elle pouvait voir entre les rideaux. Sa robe, en coton blanc simple, avec des manches bordées de dentelle, reposait délicatement sur ses jambes. Autour de son poignet, le tissu brodé qu'Elias lui avait donné dépassait de la manche comme une bénédiction secrète. Son nom était le 10e sur le programme, 10. Elle le murmura comme un conte à rebours. Elias Rehn était assis près d'elle, le dos droit, son violon posé en équilibre sur ses genoux. Il n'avait pas dit grand-chose depuis leur arrivée. Il n'en avait pas besoin. Sa simple présence était comme un deuxième cœur qui battait à côté du sien. Un professeur passa avec un bloc-notes et murmura « C'est dans 2 minutes ». Laïa acquiesça. Elle ne faisait pas encore confiance à sa voix. Sur scène, une file terminait une danse à claquettes sous des applaudissements épars. Un garçon jouait Yankee Doodle à la clarinette. Puis, le présentateur s'avança vers le micro et s'éclaircit la gorge. Ensuite, Laïa Morel interprète une chanson originale, accompagnée par M. Elias Rehn. Une pause, un murmure dans la foule, un rire, rapidement étouffé. Elias se tourne vers elle, prêt. Elle croise son regard. « Oui, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas peur. » Il hoche la tête. « Parce que tu vas y aller quand même. » Elle roule vers la scène.
Ce n'est pas une grande scène, à peine surélevée d'un mètre par rapport au sol du gymnase, mais elle a l'impression d'être sur la lune. Ses roues cliquettent doucement tandis qu'elle se dirige vers le centre. Le projecteur réchauffe son visage, mais le public derrière lui n'est qu'un flou de têtes et d'ombres. Elias se place à côté d'elle, son violon à la main. Il ne regarde pas la foule, il la regarde. Il attendait. Laïa ferma les yeux, inspira et acquiesça. Les premières notes s'élevèrent doucement, l'archet glissant sur les cordes, avec révérence. La mélodie leur était familière à tous les deux, simple, comme quelque chose transmis par le fredonnement d'une grand-mère. Puis, Laïa commença. Je n'ai pas de pas à imiter, je n'ai pas de chaussures à lasser, mais j'ai le ciel en moi, et il ne me demande pas pourquoi. Au début, sa voix était douce, délicate, comme si elle avait peur d'être réelle. Mais à la troisième ligne, quelque chose changea. Elle se pencha vers les mots, pas fort, mais avec sincérité. Chaque note avait du poids, non pas en décibels, mais en honnêteté. La pièce changea. Les chuchotements cessèrent. Les téléphones furent baissés. Même les enfants de maternelle agités au fond de la salle se calmèrent. Elias jouait avec la grâce de quelqu'un dont l'âme vivait dans les cordes. Il ne dominait pas, il élevait. Il jouait sous sa mélodie comme les racines sous un arbre, sans jamais l'étouffer. Je ne danse peut-être pas avec les moineaux et ne cours pas avec la lumière du matin, mais si tu t'assois et écoutes, je chanterai ton âme jusqu'à ce qu'elle s'envole. Sa voix tremblait, mais elle la rattrapa, la souleva comme un oiseau pris dans le vent, et la retint doucement jusqu'à la fin. Les dernières notes retentirent. Tu entendras mes ailes dans la pluie. Et elle laissa la dernière note flotter à peine, plus qu'un murmure, mais pleine, pleine de tous les matins où elle s'était assise seule, pleine de toutes les railleries auxquelles elle n'avait jamais répondu, pleine de l'absence de sa mère, la rédemption silencieuse d'Elias, les chaussures à velcro, le thé dans la cuisine, la lettre dans le tiroir. Elle laissa le silence qui suivit la porter plus loin que le son n'aurait jamais pu le faire. Puis elle ouvrit les yeux. Elias baissa son archet, et personne ne bougea. Ce n'était pas de l'hésitation, c'était de l'admiration. Puis, lentement, la salle explosa. Des applaudissements doux, au début, puis de plus en plus forts. Une vague, mais pas le genre de vague que l'on jette comme un bouquet. Le genre qui monte spontanément de quelque part dans la poitrine. Le genre qui dit « Nous t'avons vu ». Quelques personnes au premier rang se levèrent, puis d'autres. Même la directrice, même Madame Armitage, et au fond, invisible pour la plupart, Martha Quinn, l'assistante sociale, s'essuya la joue avec sa manche. Et juste à côté, dans la faible lueur de la scène, à droite de la sortie, une femme en jean et pull vert délavé se tenait seule, les mains serrées contre sa poitrine, les yeux grands ouverts et humides. Jolene Morel, ses lèvres bougeaient à peine. « C'est ma fille ». Laïa l'aperçut, le souffle coupé, mais elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle inclina la tête, pas profondément, pas pour faire un effet dramatique, mais en signe de gratitude silencieuse. Puis elle tourna sa chaise, quitta lentement la scène et rejoignit Elias derrière le rideau. « Elle était là », murmura-t-elle. Il acquiesça d'un signe de tête. « Je sais ». Laïa leva les yeux vers lui. « Je n'ai pas craqué ». Il sourit. « Tu as volé. Cette nuit-là, le ciel était dégagé. Pas de pluie, pas de nuages, juste une lune basse et proche, comme si elle voulait t'écouter encore un peu. » Laïa était assise près de la fenêtre de sa chambre, son cahier sur les genoux. Elle ajouta un dernier vers. « Avant, je rêvais de marcher. Maintenant, je rêve de lumière, pas sur scène, mais dans le silence où mon cœur chante juste. » Elle regarda la lune, puis murmura, pas comme un souhait, mais comme une certitude. « J'ai réussi. » Le lendemain matin,
Le jour du spectacle arriva comme une lente inspiration. C'était le genre de silence qui ne demandait pas à être comblé, le genre de silence qui semblait mériter. Laia Grace Morel-Satt était assise à la table de la cuisine, toujours en peignoir, une tasse de chocolat chaud entre les mains. Sa voix, bien que reposée, restait douce, presque timide, comme une bougie qui vacille après un coup de vent. Les applaudissements s'étaient tus. La scène était vide, mais quelque chose en elle était resté allumé. En face d'elle, Elias Rehn versait des flocons d'avoine dans une casserole, les remuant sans regarder. Le doux grattement de la cuillère contre l'acier remplissait le silence comme une berceuse. « Elle est venue », dit Laia, rompant le silence. « Ma mère ». Elias acquiesça, non pas surpris, mais en signe de reconnaissance. Elle se tenait tout au fond. Laia continua comme elle le faisait quand elle chantait à l'église. « Elle est fière de toi », dit Elias. « Je pense que j'avais besoin qu'elle m'entende », admit Laia. « Mais je n'avais pas besoin qu'elle me sauve. » Elias la regarda, et quelque chose qui ressemblait à du soulagement passa sur son visage. C'est ça, grandir. Laia but une gorgée de chocolat chaud. « Je crois que j'ai grandi hier soir. » Il sourit faiblement. « Et tu n'as même pas eu besoin de marcher pour ça. » Plus tard dans l'après-midi, on frappa à la porte. Ce n'était pas urgent. Ce n'était pas le coup d'un inconnu. C'était léger, hésitant, familier. Laia se dirigea vers la porte en fauteuil roulant. À travers le rideau, elle l'aperçut. Même silhouette, mêmes yeux. Un peu plus mince, un peu plus âgé, mais indéniable. Elle ouvrit lentement la porte. « Salut, ma chérie. »« Jolene », dit Morel d'une voix tremblante. Laia ne dit rien. Jolene brandit un sac en papier. « Je t'ai apporté ton pop-corn préféré et des verres en gomme. » Ya cligna des yeux. « Tu t'en souvenais ? Je n'ai jamais oublié, » murmura Jolene. « C'est juste que je n'arrivais pas à tenir quoi que ce soit à l'époque, pas même moi-même. » Pendant un instant, aucune des deux ne bougea. Puis, Laia recula son fauteuil. « Tu peux entrer. » Jolene franchit le seuil, comme si elle pénétrait en terre sacrée. Elle regarda autour d'elle, les meubles dépareillés, le violon posé dans un coin, l'odeur de camomille qui flottait dans l'air. « Tu t'es construite une vie ici, » dit-elle. « Je ne l'ai pas faite toute seule, » répondit Laia. Jolene se tourna vers la cuisine, où Elias se tenait silencieusement, séchant ses mains sur une serviette. Elle se redressa. « C'est toi, n'est-ce pas ?» Elias acquiesça, pas celle dont elle venait, mais peut-être celle qui était restée. Jolene eut la gorge serrée. « Merci. » Il avait simplement dit qu'elle s'était sauvée elle-même. Je n'avais fait que jouer le jeu. Ils étaient assis dans le salon, tous les trois, tandis que la lumière du soir filtrait à travers les rideaux. Jolene n'insista pas. Elle ne pleura pas. Elle ne demanda rien. Elle écouta simplement Laia lui parler du spectacle, du violon, de comment elle pensait n'avoir plus rien, et comment le chant lui avait montré qu'elle avait encore tout en elle. À un moment donné, Jolene dit doucement, « J'ai écrit ça dans la lettre. Tu sais que ta voix est faite pour être entendue. Je le sais, » répondit Laia. « Je t'ai cru. » Un silence s'ensuivit, pas gêné, mais respectueux. Puis Jolene demanda, « Je peux l'entendre ?»« Ta chanson. » Laia regarda Elias. Il se leva, se dirigea vers le coin de la pièce et prit son violon. Laia ferma les yeux et chanta le premier couplet. Pas pour un public, pas pour les applaudissements, juste pour sa mère. Et Jolene pleura, non pas de honte, mais de grâce. Ce soir-là, quand Jolene partit, elle ne demanda pas à rester. Elle ne fit pas semblant que le passé n'avait pas existé. Elle serra simplement sa fille dans ses bras, comme si elle était fragile mais entière, et promit de revenir le lendemain. Cette fois, elle le pensait vraiment, dit Laia, après que la porte se fut refermée. Elias acquiesça. Je crois qu'elle apprend à rester. Elle est plus tard, alors que les étoiles fleurissaient dans le ciel, comme des témoins silencieux.
Elias alluma un feu dans le petit foyer du jardin. Lui et Laïa s'assirent sous une couverture en flanelle, le vent nocturne caressant leur visage. « Tu as fait quelque chose de rare, dit-il. » Laïa leva les yeux. « Qu'est-ce que tu as pardonné? Je ne savais pas que je l'avais fait avant de chanter, murmura-t-elle. C'est comme si les mots l'avaient fait pour moi. Elias fixait les flammes. Parfois, la musique sait ce que nous n'osons pas, l'admettre. Elle appuya sa tête contre son bras. « Es-tu fier de moi ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis il fouilla dans son manteau et en sortit la photo de Maddy. Il la tendit à Laïa. « Elle aurait voulu te rencontrer, dit-il. » Laïa regarda la fille sur la photo. « Elle aurait aimé ta chanson. »« Je crois, » dit Elias doucement. « Elle m'a envoyé l'écouter. » Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, regardant le feu se consumer jusqu'à devenir de braises incandescentes. Personne ne dit rien. Il n'en avait pas besoin, car parfois, dans un silence approprié, une vie s'achève, en disant ce qu'elle n'avait pas pu exprimer auparavant. La semaine suivante, Silver Glen s'enfonça davantage dans l'automne. Le vent, qui était vif, devint froid, et les arbres perdirent en leurs feuilles dorées, comme des souvenirs qu'il n'était plus nécessaire de garder. Le matin, Elias Wren s'asseyait sur les marches devant la maison de Laïa avec son violon et jouait de douces mélodies, tandis qu'elle répétait des harmonies depuis la fenêtre du salon. Chaque jour, les notes devenaient plus claires, et chaque jour, quelque chose changeait. Jolene Morel revint, et pas qu'une seule fois. Chaque jour, elle apportait des muffins chauds et des sacs en papier, ou des écharpes trouvées dans des friperies pour Laïa, ou parfois rien d'autre que ses mains enfoncées dans ses manches et un espoir silencieux dans les yeux. Elle n'insistait jamais. Elle s'asseyait simplement et attendait. Et peu à peu, Laïa la laissait entrer, d'abord pour le thé de l'après-midi, puis pour le dîner. Ensuite, le soir, Jolene lui racontait les chansons qu'elle chantait quand elle était petite, les erreurs qui avaient durci sa voix, les lettres qu'elle avait écrites depuis le centre de désintoxication et qui n'avaient jamais quitté ses mains. « Je ne pensais pas mériter un deuxième couplet », a admis Jolene un soir. « Mais tu m'en as donné un », a répondu Laïa simplement. « Nous chantons tous avec des failles. » Elias observait ses retrouvailles avec une grâce prudente. Il avait appris à ne pas s'attendre à des miracles. Mais ce lent pardon entre une mère et sa fille n'était pas un miracle. C'était un choix fait encore et encore. À la mi-novembre, elles avaient créé quelque chose qui, vu de l'extérieur, ressemblait presque à une famille. Pas le genre, avec des décorations assorties ou des tableaux de tâches sur le réfrigérateur, mais le genre où tout le monde avait des cicatrices et restait, malgré tout. Un vendredi froid, Laïa entra dans le salon et trouva Elias agenouillé près de la cheminée, en train de polir le violon avec un chiffon doux, inhabituellement silencieux. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il leva les yeux et lui adressa un petit sourire. « Je te laisse le violon. » Laïa se figea. « Quoi? Je continuerai à jouer, je continuerai à enseigner. Mais ça, dit-il, en brandissant l'instrument avec douceur et révérence, ça t'appartient désormais. » Elle cligna des yeux. « Elias, je ne peux pas. Tu l'as déjà fait, » l'interrompit-il. « Ce violon était cassé bien avant que tu ne l'entendes. Et maintenant, il chante à nouveau. » Il le posa sur ses genoux. « Il m'a pardonné, dit-il. Et maintenant, c'est à toi de le faire vivre. » Laïa passa ses doigts sur le bois, les rainures douces usées par des décennies de chagrin et de grâce. « Je ne sais pas si je suis prête. Moi non plus. » Il se leva. « Tu sauras quand jouer. » Plus tard dans l'après-midi, Elias et Jolene étaient assis côte à côte sur la balancelle. Elles craquaient doucement sous leur poids. Le ciel était teinté par le soleil couchant. Laïa était à l'intérieur,
jouant des gammes douces et lentes. « Je ne sais pas comment te remercier, dit Joline. « Ne me remercie pas, répondit Elias. Continue simplement à venir. » Joline regarda la cour, où les feuilles s'entassaient en monticules contre la clôture. « Penses-tu qu'elle remarchera un jour ?» Elias secoua la tête. « Je pense qu'elle est déjà allée plus loin que la plupart des gens. » Joline essuya une larme sur sa joue. « C'est toi qui lui as donné ça. »« Non, » répondit-il. « Je suis juste resté immobile assez longtemps pour qu'elle trouve sa voie. » 2 semaines plus tard, avec l'aide de la directrice et de Moselle Lorraine, Laïa et Elias lancèrent un cercle musical dans la salle paroissiale de la 2e rue, ouverte à tous, enfants, adolescents, adultes, en particulier ceux qui avaient un handicap ou qui n'avaient pas les moyens de prendre des cours particuliers. Ils l'appelèrent « Quiet Wings », ailes silencieuses. Tous les mardis et jeudis, ils se réunissaient, Elias avec son archet, Laïa avec son nouveau violon, Joline à la table, avec des jus de fruits et des biscuits. Ils chantaient de vieux hymnes et des chansons folkloriques. Ils écrivaient des vers sur du papier kraft et applaudissaient quand quelqu'un réussissait un rythme difficile. C'était bruyant, désordonné, parfait, et ça prenait de l'ampleur. À Noël, quelques parents ont demandé si le groupe voulait se produire lors de l'illumination du sapin de Noël de la communauté. Laïa regarda Elias, incertaine. Il sourit. On dirait que le 2e mouvement. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Elias resta pour balayer le sol. Laïa l'aidait à pousser une pelle à poussière avec son repose-pied tout en fredonnant doucement. « Tu crois que ça va durer ?» demanda-t-elle. Il s'arrêta. « Quoi? Ça ?» Le groupe, le calme, tout. Il appuya le balai contre le mur et la regarda. « Rien ne dure éternellement, Laïa, » dit-il. « Mais certaines choses résonnent longtemps après leur disparition. » Elle y réfléchit. Puis elle dit « Je pense que Maddy aurait aimé cet endroit. » Elias sourit. Elle l'aurait adoré. Ils restèrent là un moment, écoutant le silence qu'ils avaient rempli de chansons. Plus tard dans la nuit, Laïa s'assit à nouveau à sa fenêtre, comme elle le faisait souvent. Elle prit son cahier de paroles, tourna la dernière page et écrivit « Le violon lui a pardonné, ma voix lui a pardonné, et j'ai pardonné à la fille que j'étais. » Puis elle éteignit la lumière. La musique pouvait attendre. Pour l'instant, elle voulait simplement se reposer, entière. Le matin de l'illumination du sapin arriva, enveloppé de givre et de silence. Silver Glen était recouverte d'un mince voile de buée hivernale. Les toits étaient saupoudrés d'un souffle argenté, s'élevant comme la vapeur des tasses de café et des cheminées. Toute la ville semblait bouger plus lentement, avec plus de révérence, comme si elle aussi se souvenait de quelque chose qui valait la peine d'être chanté. À l'intérieur de la salle paroissiale, le groupe des ailes discrètes s'était réuni tôt. Les chaises pliantes raclaient doucement le linoléum. Des voix chuchotaient avec excitation. Les doigts répétaient les accords sur des instruments de fortune, des flûtes à bec, des ukulélés, un piano bien-aimé dont les touches de sol étaient collantes. Laïa Grace Morel était assise près du premier violon, l'archet posé délicatement sur ses genoux. Elle portait la même robe blanche que lors du spectacle, accompagnée d'un foulard rouge que sa mère avait tricoté la semaine même. Les mailles étaient lâches, les rangées imparfaites, mais cela ne faisait que renforcer la beauté de l'ensemble. Joline se tenait à proximité avec des jus de fruits et un sourire nerveux. Son jeton de sobriété tintait doucement dans sa poche, chaque pas lui rappelant d'où elle venait et qui elle était en train de devenir. Elias Rennes se tenait près des fenêtres, accordant silencieusement les instruments du groupe, saluant chaque élève d'un signe de tête, d'un regard chaleureux et d'un geste apaisant. Il n'avait pas beaucoup parlé ce matin-là. Il n'en avait pas besoin. Sa présence
était désormais une mélodie en soi. « Prête ?» demanda-t-il en s'approchant de Laïa. Elle acquiesça. Là, la place était déjà bondée. Des enfants coiffés de bonnets tricotés jouaient à chat autour des bancs. Des grands-parents sirotaient du cidre. Une chorale de chanteurs de Noël répétait ses harmonies à côté du grand sapin non décoré qui trônait au centre de la place. Ses lumières attendaient le crépuscule. La scène était simple, juste une plateforme surélevée avec un haut-parleur de chaque côté et une grande bannière argentée sur laquelle on pouvait lire « Chant de Noël de lumière ». Laïa regarda les premiers artistes monter sur scène, un garçon avec un harmonica, un trio d'adolescentes chantant Silent Night, un pompier volontaire qui lut un poème sur la perte de sa femme et la paix retrouvée. Puis vint Quiet Wings. Le maître de cérémonie sourit. « Veuillez accueillir un groupe très spécial de jeunes musiciens. Certains d'entre eux sont novices dans la pratique de leur instrument, mais aucun n'est novice dans le chœur. Dirigé par M. Elias Rennes et Mademoiselle Laïa Morel, c'est ici que les ailes prennent leur envol. » Des applaudissements chaleureux et pleins d'espoir s'élevèrent. Elias roula sur la plateforme. Les lumières au-dessus étaient douces, mais intenses. Elle pouvait maintenant voir les visages. Mademoiselle Lorraine, près du premier rang, la directrice Gentry, et même Martha Quinn, dont le regard toujours vigilant était maintenant adouci par la fierté. Et là, près du fond, Jolene se tenait debout, les mains jointes sous le menton. Laïa prit place, centra son archet et leva les yeux. Elias se tenait un pas derrière elle, son violon sous le menton. « Prêt » articula-t-il. Elle ne répondit pas. Elle leva son archet et commença. Ce n'était pas la même chanson que lors du spectacle. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose né de longues nuits et de douces larmes de pardon, murmurées entre 2 tasses de thé et cousues dans des écharpes. Une chanson faite non pas de triomphe, mais de vérité. Le groupe la suivit. Des percussions douces, des harmonies délicates, une flûte courageuse s'élevant au-dessus du reste comme un oiseau libéré. Puis elle chanta. Je pensais que mon silence était une chanson que personne ne pouvait entendre. Mais maintenant, je sais que c'est dans le silence que la musique apparaît pour la première fois. Sa voix résonnait clairement, pas fort, mais ouverte. Un gémissement sincère. Je n'ai pas besoin de mes pieds pour suivre l'amour. J'ai trouvé un moyen de voler ici, là où mon esprit blessé grandit. Au début, il n'y eut pas d'applaudissements, seulement des respirations, seulement le silence, puis un applaudissement, puis d'autres, s'élevant comme la pluie sur les toits, une ovation debout, non pas pour la perfection, mais pour la présence de cette fille qui avait trouvé ses ailes dans ses blessures. Plus tard, alors que les lumières de l'arbre clignotaient et que le cidre circulait, Laïa se tenait au bord de la place, son étui à violon fermé à ses côtés. Jolene s'approcha lentement, les bras croisés contre le froid. « Tu chantais comme la paix, » dit-elle. « Je l'ai ressenti, » répondit Laïa. Jolene regarda les lumières scintillantes. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter d'entendre ça. » Laïa se tourna vers elle. « Tu es restée. » Et pour Jolene, cela suffisait. Elias la retrouva 1 heure plus tard dans la salle, en train de ranger les chaises, son écharpe rouge maintenant enroulée autour de son étui à violon comme un ruban. « Quelqu'un a demandé si tu donnais des cours particuliers, » dit-il. Laïa rit. « J'apprends encore moi-même. C'est ce qui te rend bonne, » répondit-il. « Tu enseignes à partir de là où tu en es. » Elle leva les yeux vers lui, le visage à moitié dans l'ombre de la lumière déclinante. « Et toi ?» Il prit une longue inspiration. « Je ne fuis plus. Je suis là pour de bon. » Elias acquiesça, pour les bonnes choses, pour les nouvelles chansons, pour la fille qui m'avait aidé à me souvenir des miennes. Ils restèrent là un moment, sans dire grand-chose. Ils n'en avaient pas besoin. Le violon avait pardonné, la voix s'était élevée, et l'amour, véritable,
et réparateur avait trouvé sa place. Cette nuit-là, alors que la ville dormait sous un ciel étoilé, Laïa était de nouveau assise près de sa fenêtre, son cahier ouvert sur ses genoux. Elle tourna une page blanche et écrivit les derniers mots de sa chanson. Je pensais que la fin me briserait, mais voici ce que j'ai appris. La fin n'est que le silence qui précède le retour d'une voix. Elle sourit, ferma son cahier et murmura dans la nuit. Merci. Certaines chansons commencent dans le silence et certaines vies recommencent quand quelqu'un choisit de rester. Alors, si cette histoire vous a touché comme elle nous a touchés, n'oubliez jamais ceci. Parfois, une simple chanson peut réparer ce que la vie a brisé. Abonnez-vous pour ne jamais manquer ces miracles silencieux. Et surtout, aimez fort, pardonnez vite et chantez comme si quelqu'un avait besoin de vous entendre.